Quels sont les chefs d'État africains qui vous ont le plus marqué par leur leadership, leur intelligence? Il est difficile de ne pas dire Houphouët-Boigny, que j'ai vu une dizaine de fois. C'est un homme auquel le général de Gaulle, si avare en compliments, avait rendu cet hommage, cerveau politique de premier ordre. Et quand on était en face d'Houphouët, je vous assure, on se sentait tout petit. Et il avait une manière de parler, il vous susurrait à l'oreille. Et au contraire, celui ou ceux que vous appréciez le moins? Il y en a un qui m'impressionnait, vraiment, que je respectais, que j'affectionnais, mais mais qui marquait une certaine distance, c'est le général Eyadema. Il était chaleureux, mais on n'allait pas lui taper sur le ventre. Il faut tourner le dos à la France-Afrique. Chers amis, j'ai découvert une pépite, une interview qui a été faite avec Robert Bourgi, donc qui est dans la promotion de son ouvrage, de son mémoire qu'il a publié, Une bombe atomique. Il y a eu des révélations et vous savez, cette révélation et dont il a parlé de Laurent Gbagbo qui a fait beaucoup polémique, mais il a été encore interviewé, comme je disais au départ, sur une chaîne d'information et c'est une vidéo de réaction. Et je trouve que je dois partager ça avec vous parce qu'il a dit des choses vraiment... On va écouter, mais d'abord, qui est Robert Bourgi? Robert Bourgi, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous venez de publier vos mémoires, oui, intitulés « Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique » aux éditions Max Milo. Dans cet ouvrage, vous abordez évidemment votre vie, vos rapports avec votre mentor, le gaulliste Jacques Foccart, l'ensemble des missions effectuées pendant près de 40 ans pour le compte de hauts dignitaires africains et français, parmi lesquels les principaux ténors de la droite, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, en passant par Dominique de Villepin, Claude Guéant et François Fillon. Vous détaillez les circuits de financement de cette même droite française par certains présidents africains et revenez sur de nombreux dossiers sensibles dans lesquels vous avez été impliqué. Et vous évoquez enfin la personnalité et la psychologie d'un certain nombre de chefs d'État du continent, de Félix Houphouët-Boigny et Laurent Gbagbo, Abdoulaye Wade et Macky Sall, Blaise Compaoré, Mobutu, Eyadema, Pascal Lissouba, Denis Sassou Nguesso et surtout Omar Bongo et Ali Bongo. Vous voyez, donc du coup, avec ça, vous pouvez savoir qui est ce type de personnage, qu'est-ce qu'il a fait en Afrique, qu'est-ce qu'il a fait dans la France-Afrique. Donc, ce qui veut dire que Robert Bourgi a été celui qui a remplacé tout simplement Jacques Foccart. D'ailleurs, je suis en train de préparer une vidéo sur Jacques Foccart. Donc, restez connectés, restez branchés. Vous allez avoir une vidéo exclusivement sur l'histoire, la véritable histoire de Jacques Foccart. Bref, donc, vous entendez ce qui a été dit. Donc, j'ai laissé ce passage là pour que vous puissiez vraiment vous en rendre compte de qui est vraiment Robert Bourgi. Et dans son ouvrage, dans son mémoire, il a dit tellement de choses. Alors, ce mémoire, je vais m'en procurer pour pouvoir lire le contenu et vous faire un grand résumé si ça vous intéresse. Mais ça nous empêche d'aller vous-même l'acheter et de pouvoir lire et découvrir ce qui est dans cet ouvrage. Il n'y a aucun président n'a échappé. Tous les présidents, depuis l'indépendance, là, vous entendez, Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Denis Sassou Nguesso, en passant par le Togo et Eyadema. Donc, tout a été dit. Au long de cette interview, il va parler de toutes ces personnes-là au détail près. Des choses que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas information, il va le dire. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc, du coup, on va regarder ensemble et au fur et à mesure, on va réagir. C'est parti. Pourquoi sortir vos mémoires maintenant, alors que cela vous démange depuis 2011? Un homme pour lequel j'ai véritablement la plus grande admiration et la plus grande affection. Omar Bongo Ndimba, en 2009, m'avait dit, maman Edith s'éteignant peu à peu, la douleur étant très grande, et lui aussi étant malade, ce que ses proches savaient, il m'a dit, fiston, tu as vu combien j'ai été plus ou moins ignoré par la droite, et tu sais, toi, mieux que personne, tout ce que j'ai fait pour la droite française depuis Pompidou. Tu as été aux côtés de Jacques Foccart. Avant, je travaillais avec Jacques Foccart. Et après, tu as pris le relais. Tu sais tout ce que j'ai fait. Et le moment venu, je te demande une chose. Sois ma mémoire. Ce type de financement que vous décrivez, on parle de plusieurs millions d'euros en espèces, et depuis l'étranger, est évidemment interdit par la loi. Vous n'avez jamais été inquiété?
Je n'ai jamais été inquiété pour la simple et unique raison, Marouane, que jamais je n'étais au premier rang. Comment cela se passait? Vous êtes un homme qui connaît parfaitement, aussi bien, voire mieux que moi, les arcanes de la politique franco-africaine. M. Chirac me faisait venir à la mairie de Paris, du temps où j'étais professeur à la faculté de droit d'Abidjan entre 81 et 86. Il me faisait venir à la mairie de Paris du temps où il était à Matignon, et il me faisait venir à la mairie de Paris du temps où, ayant quitté Matignon, il était redevenu simplement maire de Paris. Et soit avec M. Focard, soit seul, il me faisait comprendre qu'il avait besoin de l'aide d'Omar, de Denis, de Blaise, pour soutenir son action politique. J'allais voir ces chefs d'État, je discutais avec eux, je leur apprenais rien, c'était dans le mécanisme habituel. Ils venaient, soit on me contactait à la fac chez moi à Abidjan, soit on venait me voir à la maison à Paris. Je prenais rendez-vous avec telle ou telle personnalité, l'émissaire arrivait, dans la voiture diplomatique, CMD, 43 par exemple pour le Gabon, et nous partions à la mairie de Paris, à Matignon ou à l'Élysée. Et le messager que j'introduisais était porteur. Moi, je ne faisais rien, je ne faisais qu'exécuter les ordres du maire de Paris, du président du RPR, du président de la République, je ne faisais rien. J'accompagnais, on rentrait dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée, l'émissaire remettait ce qu'on lui avait chargé de remettre, il se retirait, après 2 ou 3 mots de conversation, il s'en allait et le débriefing commençait entre M. Chirac, Villepin et moi-même. Ou bien quand ça se passait au Quai d'Orsay, à Beauvau ou à Matignon, entre Dominique de Villepin et moi-même. Alors, il ne pense pas qu'il soit coupable. Alors, s'il n'est pas coupable, pourquoi est-ce qu'il sort maintenant ce mémoire-là? Toutes ces vérités dont il était au courant, il en a participé pendant des décennies. Il a participé, mais en même temps, il ne se reproche rien. Vous savez, certes, il n'a pas de casier judiciaire. Il va le dire au fur et à mesure. Il va le dire. Mais moi, je trouve et j'estime qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix. Tu es le maître de ce que tu fais comme action. Tu as le choix d'aller travailler pour quelqu'un et tu as le choix de ne pas aller travailler pour quelqu'un d'autre. De toute façon, la vie est faite de choix. Tu as décidé d'aller travailler pour cette entreprise et non pas pour celle-là. Peut-être parce que tu n'as pas eu cette opportunité, mais tu as eu d'autres opportunités, mais tu l'as choisi quand même. Donc, quand il dit qu'il ne se reproche rien, moi, je trouve que dans la bonne logique, il faut qu'il sache qu'il a quand même participé à ce pillage-là, à cette manigance, à, comment je peux dire ça, cette corruption, c'est le mot juste, pillage et corruption. Ça, c'est un gros braquage parce que toutes les sommes qu'on a entendues, et pendant ce temps qu'en Afrique, beaucoup de la population ou des pays qui n'ont pas de routes, qui n'ont pas d'hôpitaux, qui n'ont pas d'infrastructures éducatives, et que certains présidents de Jacques Chirac à je ne sais pas qui se sont enrichis sur le dos des contribuables africains. Je pense qu'il est en train de vouloir laver sa conscience. C'est pour ça qu'il a fait sortir cet ouvrage. Mais pourquoi le faire sortir maintenant? Il n'arrive pas forcément à donner une réponse claire et concrète à ce sujet. Il dit que c'est parce qu'il a... c'est à cause d'un homme, Omar Bongo, qui a voulu que tout soit dit. Enfin, excuse-moi, mais tu as participé et vous entendez comment ça se passe, le process, comment ça se passe dans des institutions françaises, à Matignon, dans le ministère, au Premier ministère de France, au Quai d'Orsay, etc. Donc, tout cet argent était envoyé et le deal se faisait dans des bureaux étatiques. C'est choquant, c'est 2 fois dit, 2 fois plus choquant quand on entend cela. On continue. Lorsque l'immense Jacques Focard s'en est allé, en mars 97, comme vous le savez, Jacques Focard
au cimetière de Luzarches, me dit « Retrouvons-nous ce soir chez Dominique de Villepin », avec lequel, depuis 1995, je correspondais, avec lequel je parlais au téléphone, auquel j'envoyais des notes, mais que je n'avais jamais vu. Et nous nous retrouvons chez Villepin le soir. Bonjour Bourgi, bonjour Monsieur de Villepin, et tout, et tout. Arrive Jacques Chirac, encore très ému, moi dévasté. Je n'ai pas pu retenir mes larmes dans le bureau de Villepin, quand il s'est mis à parler de Foccart, de ses années ensemble. Et il m'a dit, Robert, cette maison est la vôtre. C'est-à-dire que le réceptacle, c'était le bureau du secrétaire général de l'Élysée. Il se trouve que c'était de Villepin. Ensuite, au Quai d'Orsay. Toujours la parole de Jacques Chirac. Et moi, je n'ai jamais été inquiété. Je n'ai jamais porté ne serait-ce qu'un sou. On a du mal à croire que tant de personnalités de droite aient profité des largesses de Bongo, Sassou, Wade ou d'autres, sauf Nicolas Sarkozy, dont on sait que c'est votre ami, ce que vous dites dans vos mémoires. C'est mon ami, et je vais vous répondre très franchement, en mon âme et conscience. En septembre 2005, j'ai eu une grosse engueulade avec Villepin dans le pavillon de musique. Il m'avait demandé de passer, et pour la première fois, il me recevait au pavillon de musique. Il est arrivé 15 minutes après, en jogging, suant. Je lui ai dit, mais c'est pas une manière de me recevoir, Dominique. Il me dit, je viens de faire mon jogging. Et tout de suite, il me dit, les juges sont sur toutes les affaires de la France-Afrique. Ça sent le soufre, l'argent de Bongo, de Sassou, ça sent mauvais. Il faudrait qu'on arrête de se voir. Et le Méditerranéen que je suis a immédiatement explosé. Je lui ai dit, seulement l'argent que vous avez eu depuis tant et tant d'années, lui ne sentait pas mauvais. Bon, puisque c'est ça, je m'en vais. Je me suis levé, Marouane. Et le tempérament, enfin, beaucoup de gens savent qu'il ne faut pas trop me chercher. Je suis sorti dans le parc, je me suis dirigé vers la rue de Babylone. Il m'a couru après, je lui ai dit, vous m'emmerdez, Dominique. Vous m'emmerdez. 2 jours après, je recevais un coup de fil du secrétariat de Nicolas Sarkozy à Beauvau, me fixant le rendez-vous. J'ai vu Nicolas. Ah, les Chiraciens te traitent comme ils vont te traiter. Ils se servent de toi, ils te jettent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté. Il me dit, écoute-moi bien, tu es le bienvenu ici, c'est la maison, je te connais depuis tant et tant d'années, tu es un homme de fidélité, je sais tout ce que tu as fait pour le patron, au RPR et tout, mais moi, Robert, j'ai une chose à te dire, je ne veux pas un sou. Je ne veux pas un sou. Était présent Claude Guéant, dont j'ai fait la connaissance, et à ce moment-là arrive Cécilia. Ah bah, vous savez, je pense que nous tous, on se pose cette question et le journaliste, il a bien fait de poser la question parce qu'on ne peut pas comprendre que tous ces présidents de droite sont venus et ils ont exigé de l'argent aux présidents africains et que Nicolas Sarkozy, lui, comme par hasard, il veut pas un rond, un franc. Mais après, je me suis dit, après tout ce qu'on a entendu sur ce président Nicolas Sarkozy, notamment avec la Libye, les relations avec Kadhafi, qu'il a finalement assassiné, est-ce que c'est pas parce qu'il avait déjà assez aux côtés de la Libye que Kadhafi lui fournissait beaucoup d'argent qu'il s'est dit, bon, bah, finalement, j'ai pas forcément besoin d'en prendre un peu plus. Et peut-être qu'il était au courant du fait que, de l'autre côté, tous ces présidents-là prenaient de l'argent quand même en Afrique et qu'il allait avoir des enquêtes et il ne voulait pas être mêlé. Il ne voulait pas être mêlé donc, dans cette affaire. Donc, du coup, il se lave les mains. Et en plus, après, il faut savoir que dans le parcours de l'histoire de Nicolas Sarkozy, il avait comme mentor Jacques Chirac. Et à un moment donné, avec Jacques Chirac, ça n'est plus passé. Donc, je pense, moi, c'est ce qui, moi, peut-être justifie le fait qu'ils disent qu'ils ne veulent pas un rond parce qu'il en avait déjà assez du côté de Kadhafi. Et que voilà, il était en conflit avec son mentor qui était Jacques Chirac. Peut-être que mon hypothèse peut être faussée, mais en gros, c'est ce que je vois pour le moment, parce qu'on n'a pas encore entendu quoi que ce soit sur Nicolas Sarkozy, mais je doute fort quand même qu'il ait refusé des sommes à des présidents africains. Quels sont les chefs d'État africains qui vous ont le plus marqué
par leur leadership, leur intelligence. Il est difficile de ne pas dire Houphouët-Boigny, que j'ai vu une dizaine de fois. C'est un homme auquel le général de Gaulle, si avare en compliments, avait rendu cet hommage, cerveau politique de premier ordre. Et quand on était en face d'Houphouët, je vous assure, on se sentait tout petit. Et il avait une manière de parler, il vous susurrait à l'oreille. Il fallait être très attentif à ce qu'il disait. Mais tout ce qu'il disait était marqué du sceau de la vérité. Mais celui qui, véritablement, du fait que j'ai été très très proche de lui, je ne pense pas qu'il puisse être, que quelqu'un puisse dire qu'il était plus proche que moi de lui, c'est Omar Bongo Ondimba. Il avait une connaissance de la vie politique française et africaine remarquable. Il avait une autorité naturelle. Il avait cette faconde, ce sens de la... comment vous dire, des mots, et il plaisantait et tout. Et surtout, il avait un carnet de relations, pas simplement africain, pas simplement français, mais mondial. Mondial. Bongo m'a beaucoup marqué. Et il y en a un qui se détache. De tous, c'était Abdou Diouf. Abdou Diouf était un mélange d'anglo-saxons, de français et d'africains. Comment vous dire, je vais résumer tout cela. La classe absolue. La classe, une connaissance des dossiers, un verbe étincelant, précis, concis, et il travaillait. Et au contraire, celui ou ceux que vous appréciez le moins? Franchement, il n'y en a pas. Chacun avait ses qualités, ses défauts. Il n'y en avait pas. Il y avait ceux avec lesquels on plaisantait. Il y en a un qui m'impressionnait. Vraiment, que je respectais, que j'affectionnais, mais avec lequel, mais qui marquait une certaine distance, c'est le général Eyadema. Il était chaleureux, mais on n'allait pas lui taper sur le ventre. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous expliquez justement dans vos mémoires n'avoir jamais été rémunéré par l'État. Alors, moi, ce qu'il vient de faire comme révélation par rapport à la question qu'on lui pose, moi, ça me fait penser à une seule chose. C'est-à-dire que on a eu des dirigeants qui avaient le pouvoir. Je mesure bien mes mots, hein, qui avaient le pouvoir. Qui avaient le pouvoir de venir de faire de tout ça ce que ces présidents français d'une puissance économique dans le monde, qui fait partie des top 5, venir supplier et demander de l'argent. Ça dit que ces présidents avaient une force, mais dont ils n'étaient vraiment pas conscients. Quand tu parles d'Houphouët-Boigny, quand tu parles d'Abdou Diouf, quand tu parles d'Omar Bongo qui avait incarné dans le monde entier, et que ces présidents n'arrivaient pas à s'imposer, à faire valoir ce qu'ils vaut vraiment, ce qu'ils valent vraiment, je trouve ça déplorable. C'est pour ça que je dis que, en tant qu'Africain, on doit vraiment être conscient de notre potentiel. Ça commence par le mindset, le développement personnel. On doit vraiment être conscient de la force qu'on a. Ces présidents, ils avaient toutes ces forces-là. Ils nourrissaient ces présidents français. Ils nourrissaient les partis français. Ils nourrissaient la droite française sans vraiment s'en rendre compte qu'en fait, c'est eux qui sont en position de force. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération de politiques qui est en train d'être formée, ça a déjà commencé avec l'AES, comprennent qu'ils sont en position de force. Et c'est ça, et c'est là la clé. Quand on a compris qu'on est en position de force, c'est en ce moment qu'on peut négocier et imposer ce qu'on veut. Ils ont compris. Psychologiquement, ils ont été battus psychologiquement. Donc, quand on vient vous demander de l'argent, vous donnez. On vient vous donnez. Bah écoutez, comprenez que c'est vous. C'est vous qui nourrissez cette main qui est en bas qui vous demande. Mais bon, il faudrait qu'on arrive à comprendre ça et qu'on prenne vraiment cette position-là. Et ça, nos présidents africains, nos futurs dirigeants doivent comprendre cela. On n'est plus au stade où on va nourrir les bouches et ces bouches-là vont venir nous commander. C'est pas possible. Ah non, ça se passe pas comme ça dans le monde. Non. Il faut que ça s'arrête. Donc, chers amis, je m'arrête là pour cet entretien, mais dans l'ensemble de ce qu'il a dit dans cette partie de l'entretien, honnêtement, c'est des pépites, hein, tout ce qu'il raconte là. C'est des choses dont on n'est pas forcément au courant puisque nous, on ne voit pas, c'est les coulisses.
de la France-Afrique, tout simplement. Et au début de cet entretien, il dit tout simplement que la France-Afrique on doit tourner le dos à la France-Afrique. On doit vraiment, en tant qu'Africains, c'est nous qui devons être conscients de cela et vraiment tourner le dos à ce business. Moi, j'appelle la France-Afrique un business qui n'arrange que la France. Ça n'arrange pas l'Afrique parce que ça fait déjà 60 ans. Et on est toujours au même stade. Qu'est-ce qui a changé? C'est juste quand tu rentres en Afrique, les routes ont changé, mais certes, c'est pas ce qui nourrit. C'est pas ce qui nourrit. Parfois, je me demande, même quand on entend les organisations internationales faire des statistiques et qui disent que économiquement, avec des indices, des indicateurs, ok, ça c'est des indicateurs, mais réellement, concrètement, qu'est-ce qui se passe réellement? On a dans certaines capitales, grandes capitales d'Afrique, où il y a des gens qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Moi, je ne veux même pas qu'ils partent loin. Moi, j'ai Lomé. Au Togo, il y en a. Je sais qu'à Ouagadougou, un peu même en Côte d'Ivoire, ça existe. Le but, c'est quoi? C'est de vraiment être autosuffisant. L'alimentation. Ça, c'est l'objectif. Mais quand tu rentres aujourd'hui en Afrique depuis 60 ans, ce sont les mêmes qui sont riches. Ce sont les mêmes qui continuent d'être pauvres. Ce sont les mêmes qui sont toujours mis en prison. Ce sont les mêmes. Enfin, c'est la même photo qu'on a laissée en 1960. C'est la même photo qu'on vient retrouver. Rien n'a changé concrètement. Donc, son interview est une pépite. OK? Donc, franchement, si vous voulez aller regarder l'interview en intégralité, vous pouvez aller sur Jeune Afrique. Vous allez trouver cette interview qui est vraiment une pépite. Et j'ai voulu partager ça avec vous parce que j'ai trouvé ça intéressant. Donc, chers amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, si c'est ta première fois de me découvrir, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Donc, tu es la bienvenue. Si c'est ta première fois, partage, abonne-toi, active la cloche de notification. Et ce qui m'intéresserait bien, c'est de vraiment réagir en commentaire afin que tu puisses me donner ton point de vue par rapport à des sujets que je traite sur cette chaîne-là. C'est très important. Ça va me permettre moi aussi d'avoir une autre vision, une autre manière de réfléchir et avoir l'opinion de tout un chacun. Parce que l'Afrique aussi, aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à éduquer les gens pour que les gens comprennent que nous pouvons ne pas être d'accord sur un sujet. On peut avoir des divergences sur un sujet donné, mais on reste quand même frères, on reste humain et c'est l'Afrique qui gagne. À la prochaine. Salut.